Bonjour Maxime. Bonjour à tous, bonjour Guillaume, bienvenue dans ce nouvel épisode de Savoir en deux podcast. Eh ben, merci à toi de m'accueillir aujourd'hui chez toi. Merci beaucoup. Je sais que la gestion du temps, c'est quelque chose qui te parle. T'avais pas le temps de venir chez moi ce soir, donc Effectivement. j'ai fait le trajet. Et oui, c'est les aléas du business, les aléas de la vie, tout simplement même, je dirais, Exactement. parce que la gestion du temps, on la retrouve dans tous les cadres de notre vie, que ce soit professionnel, personnel, Ça, c'est sûr. même autre activité d'ailleurs. Tu penses à quoi d'autre? Quand tu fais du sport, gestion du temps. Hein. Ok. Si ton gymnase il est disponible que 2 heures, attention, t'as que 2 heures et à 21h55, il y a le Il faut gardien qui te tape sur les oreilles, qui te tire les oreilles ou te tape sur le cul. T'as connu ça Ah récemment? oui, bien sûr. Toutes les semaines. Je sais que tu fais du volley. Ouais. Est-ce que tu t'es fait voler 5 minutes sur ton temps de, ton temps de gymnase? Exactement. Ouais, c'est très très précieux leur temps. Voilà, on a l'impératif de devoir partir très très vite. Et Et très très loin. ouais, pas de flexibilité possible. Et c'est normal. Si t'étais la personne qui arrive à 21h, t'as pas envie qu'il y ait quelqu'un qui traîne jusqu'à 21h05. Exactement, normal. Ça nous arrive aussi dans le cas contraire. Donc, comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on est là pour parler de la gestion du temps. Un sujet qui nous touche tous. On a tous 24 heures dans une journée et il faut arriver des fois à faire rentrer 26 heures dans ces 24 heures. Donc, la gestion du temps est là aussi pour nous aider à le faire. Voilà. Est-ce que tu dirais que justement la gestion du temps nous permet d'élargir le temps, nous permet d'avoir des journées de 26 heures, comme tu le dis? Bah, ça nous permet de réaliser en 24 heures ce qu'on aurait fait en 26 à la base. Et pourquoi, selon toi? Selon moi, parce que il y a 4 grands principes dans la gestion du temps. Alors toi, t'en as peut-être trouvé 5, peut-être 8, je sais pas, en fonction des sources diverses et variées. Moi, j'ai trouvé 4 grands principes qui permettent de définir réellement comment fonctionne la gestion du temps et à quoi ça peut te servir. Typiquement, il y a des principes dans on va dire dans la première partie de cette gestion du temps. Je pense que tu es tombé sur les mêmes principes que moi. C'est des principes que j'applique dans ma vie depuis, depuis longtemps, juste en sachant que ça existe, mais sans forcément le mettre, réellement le mettre en application. Plutôt, on va dire, de prioriser ce qui va être urgent et important. Donc ça, c'est le principe d'Eisenhower. Ouais, Donc, d'accord, c'est là que tu t'en vas. Attends, parce que je m'en vais directement là. Ouais, direct. moi, effectivement, la question que je te posais sur pourquoi est-ce que cette gestion du temps est importante, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire tenir 26 heures dans 24 heures, ce type de choses. Est-ce que tu es familier avec la loi de Parkinson? Non. Moi, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu dans ma vie et que j'ai du coup redécouvert pendant cet épisode, Ok. pendant ces recherches. La loi de Parkinson, elle explique que le temps alloué à une tâche sera pris quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que si tu attribues 1 heure à ta tâche, tu vas Ok. prendre 1 heure. Si tu attribues 2 heures à ta tâche, tu vas prendre 2 heures. Si tu attribues 10 minutes à ta tâche, tu vas prendre 10 minutes. Si tu attribues une année scolaire à faire un mémoire, tu vas prendre une année scolaire à Eh faire oui, un mémoire. tu l'auras pas fini 3 mois en avance. Non, non. Exactement. Et ça veut pas dire que la durée en elle-même est du temps que tu as attribué. Ça veut surtout dire que tu vas avoir tendance à te rapprocher de la deadline de cette durée. Mais pourquoi du coup? Parce que tu vas te dire, j'ai le temps, je peux le commencer plus tard, ou je vais pouvoir passer plus de temps dessus, plus le perfectionner. Bah, ça peut être une des raisons. Donc, typiquement, sur une tâche que, imaginons, tu te dis, je me laisse aller une semaine pour bosser sur tel truc et ça te prend 1 heure. Il y a de grandes chances que tu attendes la fin de la semaine, le samedi, dimanche, pour faire ton truc. Maintenant, sur juste la durée de la tâche, si tu te dis, ok, là, je me mets sur une tâche, je prends 1 heure pour le faire. Et ben il y a de grandes chances que le fait de te dire ça, tu vas réaliser ta tâche pendant 1 heure, parce que tu t'es conditionné psychologiquement à ce que cette tâche dure 1 heure. Ouais. Donc ton temps, tu vas l'utiliser en mettant 1 heure. Donc tu vas arriver à une demi-heure, tu vas peut-être te dire, voilà, j'ai vachement avancé, je suis même presque à la fin. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas squatter sur les réseaux pendant 10-15 minutes, et là, quand tu arrives du coup sur la fin de ton heure que tu t'es accordée, tu te dis, bon bah ok, voilà, il me reste plus que 15 minutes, je vais finir ce que j'ai à faire. Au final, tu auras
mis 45 minutes alors que tu t'étais donné 1 heure, mais tu auras mis 45 minutes sur une plage d'1 heure. Et t'aurais pu le faire en 30. Du coup, ça veut dire que si c'est des tâches qui sont répétitives, que tu fais souvent ou que t'es vraiment amené à les faire tous les mois, toutes les semaines, bah plus ça va aller, plus tu vas être bon, et moins tu vas passer de temps dessus, et plus tes objectifs en termes de temps passé dessus, ils vont être bas. Ouais, exactement. Et donc, selon cette loi, en fait, on a tendance à recommander de définir des temps de réalisation de tâches qui sont beaucoup plus courts que ce que tu devrais définir à l'origine. Et donc là, tu as souvent ce débat de oui, mais si tu mets plus court que la tâche en elle-même, que le temps dont elle a besoin pour être réalisée, tu vas impacter sur la qualité, etc. Tu vas bâcler les choses, et tout ça. Mais en fait, pas du tout. Tu vas juste te concentrer sur l'essentiel, et tu vas finalement réaliser le même travail, mais juste plus rapidement. Parce que soit tu vas peut-être te mettre un peu la pression, travailler plus vite, travailler plus efficacement. Est-ce que c'est toujours valable réellement ou est-ce que c'est de la théorie? C'est valable à une certaine limite. Si le temps théorique de réalisation de ta tâche, il est de 10 heures et que tu t'en donnes 30 et que tu te donnes 30 minutes, évidemment, Faut être objectif. voilà, c'est pas réalisable. Si au lieu de te mettre 10 heures, tu te dis allez, je mets 7 heures, c'est réalisable. Tu vas juste faire les choses plus vite. Tu vas faire les focus. 20% qui représentent 80% du résultat. Exactement. Et là, on arrive sur Pas la loi de Parkinson, mais la loi de Pareto. exactement, ça commence presque pareil. Ouais, donc c'est amusant. Bon, pour le coup, je pense que c'est tous les deux quelque chose qu'on connaissait depuis longtemps, cette loi de Pareto, et qui n'est pas nécessairement toujours liée d'ailleurs à la gestion du temps, qui Non. s'applique sur Dans beaucoup tous de les choses. domaines. Tous les domaines. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la loi de Pareto, j'en doute parce qu'elle est vraiment utilisée dans beaucoup de choses. La loi de Pareto, elle dit que grosso modo, 80% de ce que vous réalisez représente 20% de vos résultats, de vos efforts. Donc ça vous prend 20%, en fait ça vous prend 20% de votre temps pour faire 80% de ce qui est important. de ce qu'il y a à faire. Donc en général, en 20%, vous avez déjà tout fait. Donc vous pouvez travailler seulement un jour par semaine et avoir les mêmes résultats que ce que vous avez maintenant. Ouais. Mais par contre, c'est de la théorie. Si vous voulez aller chercher le détail et le petit plus et la plus-value, il va falloir continuer de travailler les 80 autres pourcents. Donc exactement. Les 4 autres jours. C'est exactement ça. Moi, de mon côté, j'ai trouvé quelque chose qui m'a assez parlé, et je pense qu'on en a parlé la dernière fois. C'est le fait de se fixer des objectifs. Tu vois, t'en parlais en termes de durée, mais ça peut aussi être des objectifs qui sont qualitatifs. Par exemple, tu veux arriver à tel moment, typiquement, j'en sais rien, peut-être que voilà, t'as une compagnie de machines distributrices, par exemple, et tu veux que l'année prochaine, au lieu d'avoir 2 machines, t'en aies 20, et ben tu vas organiser ton temps pour faire en sorte d'avoir ces 20 machines-là. Ouais. Et typiquement, le fait de se fixer un objectif, ça va pouvoir déterminer les tâches dont l'objectif a besoin pour être accompli, et les sous-tâches de chaque objectif, pour, on va dire, avancer, avoir une roadmap, et pouvoir avancer dans la direction de ton objectif sans forcément t'en détourner. Donc c'est ultra positif dans la gestion du temps de savoir où tu vas, et de savoir comment tu y vas. Parce que si tu sais où tu vas mais que tu sais pas comment, tu vas aller dans toutes les directions et tu vas pas avancer. Ouais. Et c'est pour ça que c'est très important de déterminer d'abord les tâches que tu as à faire et le chemin pour atteindre tes objectifs. Oui, finalement c'est le prérequis. Avant de pouvoir déterminer comment on va organiser des tâches, il faut les avoir clairement identifiées, savoir quelles sont les tâches qu'on doit faire pour atteindre nos objectifs ou pour réaliser une mission en particulier. Donc ça, et ça, je pense que c'est ce qui est dit dans toutes les méthodes qu'on aura trouvées, c'est que la toute première des étapes sera toujours la définition des objectifs, et de cette définition des objectifs, on en découle la liste des tâches, la liste complète de toutes les tâches à faire, sachant que dans une tâche, il peut y avoir plusieurs sous-tâches. Exactement. Et une fois que cette liste est faite, seulement là, on peut commencer à à utiliser des méthodes de gestion du temps pour organiser comment est-ce qu'on va... savoir est-ce que telle tâche est plus importante que celle-là, donc mettre celle-là en priorité, et ainsi de suite, pour avancer plus rapidement et dans de meilleures conditions. Ouais, et là effectivement tu viens de lister l'étape suivante, c'est la priorisation des tâches. Une fois que les tâches sont listées, il faut les prioriser. Et alors là par contre, sur comment prioriser, on en parlait tout à l'heure justement, qu'il y a quand même plusieurs méthodes qui sont plus ou moins différentes. Et ben
on peut parler déjà du principe d'Eisenhower dont on parlait tout à l'heure. Mhm. Typiquement, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser facilement, dans le sens où, à partir du moment où on a une liste de tâches, ces tâches-là, elles sont classifiables en 4 catégories. Donc, on va aller de la plus urgente et la plus importante, celle qu'il faut faire absolument en priorité, parce que sinon, bah, il y a des risques de répercussions négatives derrière, ou de pas avancer si jamais c'est un objectif qualifiable. On a aussi celles qui sont urgentes et pas importantes. Dans ce cas-là, bah, c'est pareil, elles sont urgentes, donc il faut les faire rapidement. Mais comme elles sont pas forcément importantes, bah, est-ce que ça a un réel intérêt que ce soit à nous de les faire, ou est-ce qu'on peut les déléguer? Ça fait aussi partie des principes de gestion du temps, c'est-à-dire d'avoir la capacité de déléguer certaines tâches qui vont pas avoir une énorme valeur ajoutée. Typiquement, Oui. c'est les 80% des tâches qui représentent 20% des résultats. Mhm. Celles-ci, si elles sont délégables, il faut le faire. Ouais. À l'inverse, on a celles qui sont pas urgentes et importantes. Dans ce cas-là, ça va clairement être à nous de les faire, mais par contre, on peut les planifier. Oui. On peut se dire, bah, par exemple, voilà, cette tâche-là pour mes machines, peut-être que dans 3 mois, il faut absolument que j'aille à la banque. C'est pas urgent, c'est pas pour tout de suite, mais c'est important parce qu'il faudra que j'y aille pour pouvoir investir. Exactement. Et à l'inverse, du coup, la dernière catégorie, celle qui est la plus simple, on va dire, à déléguer, c'est celles qui sont ni urgentes ni importantes. Là, en l'occurrence, c'est délégable à souhait, ça peut être n'importe quelle petite tâche qui va être chronophage, qui va pas avoir un gros impact, qui va pas demander une grosse compétence technique ou autre, qu'on va pouvoir déléguer facilement à quelqu'un, bien sûr qu'on aura probablement formé pour la faire, mais pour permettre de libérer aussi ce 80% du temps qu'on va pouvoir mettre ailleurs, justement, sur le 20%. Et je dirais même plus, ces tâches-là, au-delà de les déléguer, il y a même un objectif de les éviter, de les réduire, de faire en sorte de plus les avoir. Donc ça peut être soit par un changement de process, Ouais. soit par de l'automatisation de ces tâches-là. Mhm. Bon, l'automatisation, on peut dire que c'est une forme de délégation, De- mais Ouais, c'est de la gestion du temps, automatisme, c'est du gain de temps, hein, mais ça l'automatisation. reste vraiment le fait de se dire que si tu dois passer toutes les semaines le temps, enfin beaucoup de temps à lister tes tâches, te rendre compte que sur toutes les tâches que tu définis, en fait, il y en a 30% Qui reviennent toutes les qui semaines et servent que à tu dois rien, déléguer. bah en fait, faut juste les éviter, quoi, et essayer Ouais. de faire en sorte qu'elles ne reviennent pas. Effectivement, c'est très intéressant comme vision des choses. C'est assez drôle que t'en parles parce que du coup, justement, le fait d'éviter ces tâches-là qui sont chronophages, moi, c'est ma partie 2. C'est ta partie 2. Ouais, c'est éviter les voleurs de temps. Ok. C'est vraiment faire la chasse aux voleurs de temps. Et dans les voleurs de temps, il y a justement ces petites tâches-là qui sont chronophages. Pas forcément une seule petite tâche qui va te prendre des heures, mais toutes ces tâches-là vont te prendre des heures. Oui. Et ça, c'est vraiment le fait de se faire voler du temps qu'on peut gagner en déléguant à une autre personne. Oui. Alors avant du coup de partir sur cette partie 2, de rentrer dans le détail, vu qu'on parlait des priorités, moi je vais parler d'une autre matrice qui s'appelle la matrice de Moscow. Donc là, alors, pour le coup, j'ai pas le détail. Hop, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc Moscow, c'est juste un mot qui permet de... Voilà, c'est une un méthode must-have. mnémotechnique qui permet de retenir la méthode. La méthode, c'est en réalité basé sur le MS, C et W. Ok. Donc, qui sont les 4 lettres de Moscow sans les O. Ok. Ces méthodes, du coup, cette méthode, elle implique de catégoriser les tâches en 4 catégories. Le M, qui est pour le must-have this, donc must-have, donc je dois avoir cette tâche, elle est indispensable, j'en ai besoin, donc ça revient finalement au urgent et important. Urgent et important. Okay. Ensuite, on va avoir le should have, donc qui est la tâche qui est assez importante, mais qui n'est pas urgente, finalement. Okay. On revient sur la même chose. Ouais. Ensuite, on va avoir le could have, qui est des missions, enfin des tâches qui sont relativement... qui peuvent être faites, c'est des petits plus. C'est des petits plus, elles ont de la valeur ajoutée. Elles ont aucune urgence et elles sont pas nécessairement importantes. Okay. Comme je dis, c'est un peu de valeur ajoutée, c'est pas de la grosse valeur ajoutée. Donc là, on est plus trop sur la matrice de Eisenhower à partir de ce moment-là, parce qu'on n'est pas sur du important, pas urgent, etc. Okay. Et ensuite, on a le won't have,
Et là, c'est vraiment les tâches qui n'ont aucun intérêt C'est celle que tu et qui disais sont du justement, coup les chasseurs de temps on qu'il les faut veut pas. éviter. Qu'il faut absolument essayer de déléguer ou d'éviter les chasseurs, enfin, de faire la chasse aux voleurs de temps. Voilà, faire la chasse aux voleurs de temps. Et ben, c'est exactement ça. Donc, ta méthode à toi, elle regroupe 2 de mes parties sur 4. Ok, très bien. C'est à peu près tout. Après, moi, pour la deuxième partie, typiquement, moi, il y a un truc que je me suis rendu compte, surtout en le lisant tout à l'heure. Euh, j'ai j'ai beaucoup plus tendance à passer des coups de téléphone parce que c'est rapide, parce Mhm. que la communication est fluide, et à envoyer un mail que vraiment en cas de réponse, en cas de gros sujet. Ouais. Le problème que ça pose, c'est que dans les chasseurs, dans les voleurs de temps, justement, pour en faire la chasse, il y a le coup de téléphone. Parce que le téléphone, ça a vite tendance à prendre beaucoup de temps pour pas grand-chose, Oui. qu'un mail aurait pu faire, écrit en l'espace de 2-3 minutes, encore plus avec ChatGPT. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai fait la recherche, du fait que là, en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps, mais je passe pas mal de temps au téléphone, et c'est peut-être là qu'est le problème. Ouais, en fait, je pense que euh, la différence entre le téléphone et le mail va pas être nécessairement l'importance de l'information, mais surtout l'urgence. Le mail, tu l'envoies, tu sais que tu peux potentiellement ne pas avoir une réponse pendant 2-3 jours. Ouais. Si tu as besoin d'une réponse tout de suite, le téléphone sera ta solution. Mais par contre, le retour de bâton, c'est que bah, une fois que tu es au téléphone, hop, tu vas partir sur un deuxième sujet que tu n'avais pas prévu, un troisième, un quatrième. Selon les personnes avec qui tu parles, c'est peut-être des personnes qui aiment bien rentrer dans les détails, te redonner tout l'historique de la situation alors que tu la connais, et que tu poses une question très basique, tu as juste besoin limite d'un oui ou d'un non. Hein. Ouais. Et pas les deux en même temps, mais oui ou un non, voilà, plutôt. Oui et non. Oui et non. Ah, si t'avais que des oui et des non à toutes tes questions, tu t'avancerais pas trop. Ah oui et non. Ah ok, très bien. Nickel. Oui et non. Je Super. prends note. Donc effectivement, je pense que là, c'est là où c'est important de classifier non pas seulement l'intérêt et la valeur ajoutée de la tâche, mais aussi l'urgence. Mm. C'est vraiment une notion, moi, que je trouve importante et que j'ai pas le réflexe moi-même de faire nécessairement dans ma gestion du temps. À partir du moment où un nouveau sujet arrive sur la table, je vais vite avoir la sensation qu'il est urgent. Ouais. Parce qu'il va être important, parce qu'il est critique, etc. Et effectivement, le fait de se rendre compte, de se dire, attends, c'est vrai que c'est critique, mais en réalité, là, si je récupère l'information que je pense avoir besoin, je vais pas avancer plus. En Mm. fait, je vais quand même devoir attendre 2-3 semaines pour pouvoir agir dessus. Mm. Donc autant demander l'information par mail, attendre d'avoir l'information en 2-3 semaines, Ouais. enfin, peut-être un peu moins que 2-3 semaines, On j'espère, espère, on espère. et cette information sera utilisable au moment requis. Et au moins, je peux utiliser ce temps que je ne perds pas sur quelque chose d'urgent Et d'important. et d'important. Oui, effectivement, parce que sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Et avant d'aller plus loin sur les méthodes de gestion du temps, j'aimerais qu'on fasse une aparté sur les réels intérêts de cette gestion du temps. Parce qu'en fait, on dit, oui, on veut gagner du temps, etc. En Mais faire pourquoi plus. Pourquoi Quel intérêt? Parce que est-ce que c'est pas un peu la porte à tout? C'est-à-dire que si tu enfin, si tu libères du temps, est-ce que selon le principe justement de la loi de Parkinson, est-ce que justement tu vas pas avoir tendance à venir en rajouter parce que ah, super, j'ai gagné 2 heures sur ma journée, bon bah super, je prends des tâches et je les mets là, et finalement ma journée elle est encore composée de autant d'heures qu'avant. Après, je pense que, à moins d'être dans l'urgence dans le boulot, parce que là on est toujours un peu sur la partie boulot, à moins d'être dans l'urgence dans le boulot, ça va avoir un réel intérêt de gagner du temps pour avoir plus de temps en perso. Je prends tout le temps mon exemple parce que je suis là-dedans et pas dans autre chose. Euh, je bosse beaucoup et à n'importe quelle heure. Et en fait, quand je gagne du temps sur certaines heures, ça me permet de faire d'autres choses, mais qui sont pas liées au boulot. Mhm. Et c'est aussi pour ça que je trouvais ce sujet hyper intéressant et très important dans ma situation. C'est que si là, à l'heure actuelle, j'arrive à gagner un peu de temps, je vais pouvoir, par exemple, passer plus de temps avec des potes. Ouais. Typiquement, plutôt que de dire,
Mec, je suis désolé, ce week-end, j'ai pas le temps. Et ben, le fait de faire ces tâches-là qui sont importantes en priorité, pouvoir les prioriser, pouvoir me rendre compte qu'il y a des choses que je peux déléguer, que je fais et qui me font perdre beaucoup de temps, et ben, ça va me permettre à moi de profiter un peu plus avec les gens que je kiffe, avec ma famille, mes potes, etc. Et faire des trucs que j'aime moi aussi tout seul. Mm. Et en fait, je pense qu'elle est là la limite de gérer correctement son temps. C'est pas forcément vouloir toujours en faire plus, récupérer des tâches supplémentaires, se lancer sur d'autres projets. C'est plus d'avoir déjà ce qu'on a, d'apprécier ce qu'on a, de faire en sorte de passer moins de temps sur ce qui nous prend beaucoup de temps pour le moment, le fameux gros caillou dans notre vase, pour ceux qui étaient là à l'épisode 1. Effectivement. Le fameux gros caillou dans notre vase, le fait de pouvoir se dire j'enlève un gros caillou et putain je peux venir mettre des graviers, du sable, de l'eau, et en fait c'est les potes, la famille, les activités. Ouais, Je exactement. pense que la gestion du temps elle est hyper importante dans ce cas-là. Ouais, et je pense que ça a un impact énorme sur l'équilibre vie pro, vie perso. Quelque chose que je pense aujourd'hui tout le monde a l'air de vouloir prôner en entretien d'embauche déjà, et que toutes les entreprises se vantent de pouvoir donner à leurs salariés. Maintenant, il faut Il faut l'appliquer. la réalité des choses est qu'on n'a jamais exactement ce qu'on veut, et ça devient notre responsabilité de s'offrir finalement cet équilibre-là, Ouais. au travers d'une bonne gestion du temps. Maintenant, les autres impacts que je vois, et alors, ils paraissent évidents, mais je pense que c'est important de les noter. On va avoir tout ce qui est réduction du stress, parce qu'on n'est pas en constante pression, parce que une tâche qui devait commencer à 15h, bah non, en fait, je suis en train de finir la tâche d'avant, et du coup, je la finis à 15h30, donc du coup, tu commences ta tâche d'après en retard, puis etc., etc., etc. Exactement. Typiquement, le fait d'arriver en meeting 5 minutes en retard parce que ton meeting d'avant a débordé de 5 minutes, et puis au final, comme ton meeting t'est arrivé 5 minutes en retard, bah tu redébordes de 5 minutes, donc en fait tu te retrouves 15 minutes en retard, ou enfin, je ne sais quoi. C'est comme les médecins quoi, c'est Et pareil. bah exactement, c'est ça, c'est l'accumulation finalement de tous les retards parce qu'on n'a pas respecté et qu'on n'a pas eu une bonne gestion du temps, qui va faire que derrière, bah, ça peut entraîner du surmenage. Donc en termes de santé mentale, ça peut vite être l'escalade, le burn-out, etc. En termes de santé physique, il faut penser aussi que si on n'a pas beaucoup de temps, on prend moins de temps pour se nourrir. Moi, Ouais. combien de fois je t'ai entendu, et dans mon cas aussi, combien de fois ça m'est arrivé de ne pas avoir mangé à midi parce qu'on n'a pas pris le temps, parce qu'on avait des appels, etc. On avait Et que des urgents et pas tu te importants. ouais, c'est ça. Et tu te retrouves à manger à 16h ou 17h. Est-ce que c'est pas parce que, à la base, finalement, on n'avait pas eu une bonne gestion du temps? Est-ce que c'est pas aussi un manque de discipline? On s'est pas imposé de s'arrêter pour se prendre le temps nourrir. de manger, etc. Ça reste hyper vital. Et en plus de ça, ça a un impact sur le reste de la journée. Si on n'a pas pris le temps de manger, on a moins d'énergie, on est moins productif sur les tâches d'après prennent plus de temps, Et on etc. s'en rend pas Et c'est forcément compte. l'escalade, et on finit par être en retard, et si on n'a pas les bons outils, on est piégé à tous les niveaux, en fait, c'est un cercle vicieux aussi. Et du coup, on va avoir encore d'autres impacts, comme, comme je disais, le stress, et, voilà, et plein de choses. Je voulais que tu combles, du coup c'est pour ça que je t'ai tendu la perche. Non, je plaisante. En fait, j'ai vu une liste justement sur tous les bienfaits de bien gérer son temps, ce que ça peut nous faire gagner, etc. Je l'ai clairement pas écrit. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Non, par contre, j'ai une technique imparable pour bien gérer son temps, Ouais. que j'ai appris dans un monastère au Pérou. Oui, sûrement. Ils gèrent bien leur temps là-bas, ils passent en moyenne une journée à méditer. Donc une journée de 9 à 17 heures, comme tous les gens dans les bureaux. Oui. C'est ce qu'ils font avec une pause de 2 heures le midi. Donc ils méditent de 9h à 17h. Avec Sympa. une pause de 2 heures le midi. Ils Donc pensent à payés à manger. méditer. Est-ce qu'ils sont payés? Pas sûr. Pas sûr. Ils sont payés en bien-être. Oui, c'est Est-ce que c'est pas ça la vraie. la vie. Ouais, La vie de rêve, la vie de rêve, ouais. peut-être. Bon, j'ai une liste étape par étape. Je vais vous expliquer ma méthode en 11 étapes. Oula, j'ai envie de l'acheter cette formation. Ah, écoute. Peut-être un jour une formation sur la gestion du temps. Quand on sera devenu maître dans le domaine.
Ouais, bah peut-être que si un jour on développe des nouvelles techniques au travers de tout ce qu'on a appris, qu'on est capable de les mettre en place et peut-être d'en découvrir des nouvelles, avec plaisir qu'on les apprendra. La méthode Maxime, maximiser, améliorer, X. Pas mal. J'ai pas la suite. Ouais, on trouvera, t'inquiète pas. Donc, pour revenir sur la technique, alors elle a pas forcément de nom, c'est plus des étapes que j'ai trouvées, on Ouais. va dire un peu random, mais que j'ai bien aimé. Typiquement, il y en a une où je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître. C'est la cinquième partie de cette liste, je vais revenir dessus. Donc, la toute première, c'est faire une liste. Ça, on en a déjà parlé. Mhm. Ça paraît être le plus évident, faire une liste et ensuite classer par priorité. Donc, on a déjà discuté de méthodes Ouais. pour ça, qui font le café, qui font le taf depuis longtemps et qui sont utilisées. Mhm. La troisième, c'est commencer par le plus dur. On a très souvent tendance, l'être humain, à commencer par le plus facile parce que au moins ça sera fait. Est-ce que tu connais le nom de la méthode la plus popularisée qui explique ce principe? J'en ai marqué une, mais je l'ai rayée parce que j'avais pas envie de la faire. C'est la méthode Nérac, elle s'appelle. Ok, moi c'est pas celle que j'avais en tête. Ok, t'avais quoi toi en tête? Eat the frog. Ok, mange la grenouille. Mange la grenouille, effectivement, qui en fait est la représentation de manger le truc que tu trouves un peu le plus dégoûtant, tu vois, donc s'attaquer à la tâche qui te rebute le plus, Ok. que t'as vraiment pas envie de faire, et qui, dans de nombreux cas, sont les tâches qui sont qui sont les plus importantes, qui sont les plus conséquentes et plus complexes. C'est pour ça qu'on a tendance à pas vouloir les faire, parce Mhm. elles sont grosses, etc. Et que, bah, effectivement, Elle peut faire peur. Quand on a une grosse liste, de commencer par le truc qui va nous prendre le plus de temps, ça veut dire que cette liste-là, elle va pas baisser tant qu'on ouais. n'aura pas fini cette tâche-là. Et ça peut être un peu frustrant, justement. Ça tombe bien parce que c'est la cinquième partie sur laquelle je vais venir. Ensuite, on a organisé son temps en quatrième place. Ouais. Donc, ce qui paraît logique, on est dans le sujet. La cinquième, c'est vraiment ce qui m'a fait avoir cette révélation, c'est être monotâche. Mhm. Le fait de se concentrer que sur une seule. Oui. Et ça, typiquement, c'est un truc sur lequel je ne suis plus du tout. Et en faisant ces recherches-là, je me suis rendu compte à quel point c'était important. Et à quel point, en fait, moi, ça me dispersait d'avoir tout le temps plein de sollicitations dans tous les sens. Je le savais, mais se le dire à soi-même et le lire, ça a deux impacts différents. Ouais, je Se le suis dire à d'accord. soi-même, c'est comme, faut que j'aille au sport ce matin, faut que j'arrête de boire, faut que j'arrête de fumer. Se le dire, c'est facile. Mais quand on se renseigne dessus, qu'on se rend compte de l'impact que ça peut avoir, là, on va vraiment avoir pas une révélation, mais peut-être un déclic qui peut se créer. Ouais. Et comment tu penses que tu peux le battre, ce phénomène? Bah, tu le sais, t'as fait des recherches là-dessus aussi. Oui, effectivement. Effectivement, et pour répondre à ma propre question, je dirais que déjà, bon, d'actualité, c'est se couper des distractions. Donc, couper les notifications, ce genre de choses, se mettre dans un environnement calme. S'imposer un deep work, typiquement 4 heures, 3 heures de deep work intensif. Pas forcément intensif dans le sens épuisant physiquement, mentalement, mais intensif dans le sens où tu es sûr que tu seras pas dérangé pendant ce temps-là et tu vas être vraiment concentré que sur ce que tu fais. Ouais, c'est vraiment une notion de focus sur la Mhm. tâche. Je pense à une autre méthode qui est le fait de s'allouer un temps défini Mhm. à la tâche en question. Donc on a deux méthodes là qui sont assez différentes. On va avoir la méthode du time boxing qui est Ok. le fait de découper tes tâches en plusieurs sous-étapes. Donc là, quand on parlait de Hit the Frog, la grosse mission, c'est de la découper en plusieurs petites missions. Et du coup, ces petites missions, hop, tu te focuses dessus et ça te permet d'avoir une avancée progressive sur ton projet. La deuxième méthode, c'est euh, le time blocking. Ok. Et là, c'est vraiment en fait de définir, par exemple, des créneaux où tu vas faire tel type de mission. Ok. Typiquement, tu vois, tu parlais des... Enfin, ou alors par exemple au travail, dans un environnement traditionnel de travail, tu vas avoir beaucoup de distractions comme allez, le Les café, collègues, etc. le small talk comme ça en bout de bureau, etc. Et c'est de se dire, bah voilà, tu mets sur ton agenda de telle heure à telle heure, tu fais tel type de mission. Donc par exemple, début de journée, traiter tous les mails que tu as reçus la veille
etc., et qui te sont à traiter pour prendre les dernières infos avant de commencer à travailler. Ensuite, tu vas te mettre une mission en question tout de suite après, et à la fin de cette grosse mission, par exemple, cette mission un peu focus, tu vas te mettre une petite tâche pendant 15-20 minutes, où là, tu fais du small talk, tu sociabilises, ce qui reste quelque chose de relativement important au travail, etc. Ouais, exactement. Et en fait, tout ça, tu vas te définir sur des jours, tu peux avoir des journées types, tu peux avoir peut-être toutes tes journées qui sont identiques, mais définir un type de mission et tu te focuses dessus. Et ça te permet de pas avoir de distraction, parce que si y a quelqu'un qui vient te solliciter et que c'est pas l'heure où tu es censé parler du foot avec ton collègue, bah, tu vas lui dire attends, je reviens vers toi à telle heure. Ouais. Parce que tu t'es défini un créneau à ce moment-là. Et ça te permet de tout de suite rester dans ta tâche. Et là, au niveau neurologique, on sait qu'il y a beaucoup d'impact. Le fait d'être distrait, on sait que ça a un impact profond sur le temps que tu vas remettre à te reconcentrer dans la tâche. Exactement. Ouais. Merci de m'avoir remis les mots dans la bouche, parce que je ne les avais plus. Je les ai pas mis trop profond, t'as remarqué. Non, merci, parce que j'ai un chat dans la gorge, donc ce serait con de le tuer. D'ailleurs, tu peux boire un petit peu si tu veux. Ah, merci, c'est très gentil. Et je te laisse prendre le relais dans ce cas-là, pour l'instant. Et ben, justement, je prends le relais sur un sujet qui est très proche de ce que tu disais. Tu parlais de pouvoir trouver des moments dans la journée sur lesquels tu priorises telle et telle tâche, tu t'alloues des créneaux que tu bloques. En tant qu'humain, on a tous un pic de productivité. Ce pic de productivité, quand on le connaît, quand on sait le moment où on est vraiment le plus efficace, on peut jouer aussi dessus. Typiquement, admettons que tu sais que pendant 3 heures, juste après avoir mangé, le début d'après-midi, tu peux bombarder, t'es ultra concentré, t'es content parce que t'as mangé un steak frites mayo, enfin, peu importe. Moi, je suis Tu plutôt sais de la que nuit. tu sais que c'est les meilleures conditions. Voilà, t'as même pris des haricots cette fois-ci, enfin, c'est vraiment les Ouais, meilleures ouf. conditions. Et en fait, quand t'as trouvé ton pic de productivité, tu sais que ce fameux créneau ou ces fameux créneaux, tu vas les mettre à ce moment-là. Tu fais en sorte de pas être dérangé du tout. Et ça va avoir un impact énorme sur la quantité de travail que tu vas pouvoir fournir sur une journée. Admettons, si pendant 3 heures, tu es 2 fois plus productif, ça veut dire que potentiellement, si tu avais bossé 6 heures en dehors de ce créneau, tu aurais fait la même chose que dans ces 3 heures-là. Ouais. Et c'est ça qui est fou de se dire, c'est que on est tous différents. Il y en a c'est le matin, il y en a c'est le midi, le soir, la nuit, peu importe. Mais à partir du moment où on comprend comment on fonctionne, on commence à réellement se connaître en termes de travail, je parle, ça va avoir un gros impact sur les résultats qu'on va pouvoir obtenir. Ouais, j'ai l'impression qu'on reboucle à chaque fois sur les mêmes choses d'un podcast à un autre. La confiance. Et en encore soi. une fois, le fait de s'écouter, soi-même, et de s'adapter à soi-même finalement, Apprendre à se à nos connaître. propres préférences et différences, et orienter finalement nos journées autour de ça. Et ça, je pense que c'est un mot-clé qui va permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Exactement, c'est exactement ça. J'ai une suite Ouais, Qui je qui sais, c'est pour ça que revient, je t'attends. qui revient exactement sur ce que tu disais, c'est d'éviter les distractions. Ok. Donc, quand vous êtes dans ce pic de productivité, dans ce créneau de deep work, bah, enlevez vos notifs, juste même retournez votre téléphone, mettez-le en ne pas déranger. Pareil pour l'ordinateur, parce que souvent les deux sont reliés. Je parle pour ceux qui ont des Mac. Et enfin, vraiment, ça va avoir un gros impact sur la productivité. Aussi d'avoir un espace de travail qui est dédié. Ouais. Parce que quand on travaille dans notre canapé, là où on regarde aussi la télé, ça n'a pas du tout le même impact que de travailler à un bureau, dans une pièce dans laquelle on fait que travailler, peu importe sur quoi on travaille, faire du sport ou autre, c'est un endroit où on sait qu'on va être focus sur une tâche qui n'est pas de s'amuser, de se divertir, Ouais. de se détendre. Donc ça a un gros impact aussi, et c'est très important. Ça me rappelle typiquement quand on était quand on traitait du sommeil et qu'on disait de consacrer le lit uniquement au sommeil et de ne pas réaliser d'autres choses, d'autres tâches que le sommeil, on s'entend, dans un lit. Et pour pas justement avoir des difficultés à s'endormir, parce que bah, on a pris l'habitude de jouer aux jeux vidéo couché dans notre lit, de faire moult choses dans notre lit, et que finalement quand on y va,
on n'a pas ce réflexe de s'endormir. Et je pense que c'est un peu la même chose, mais avec le travail. Si on prend l'habitude d'effectuer la tâche du travail toujours au même endroit, à la seconde où on va s'y mettre, on va s'asseoir, ça dépend. C'est comme si on travailler enfilait debout, une tu vas tout combinaison, de quoi. suite avoir le réflexe, ton cerveau va changer de mode et il va partir en Il va se mettre mode en travail. on, activé. Ouais, exactement, un petit switch qui s'active et qui te permet d'être productif d'un coup. D'ailleurs, depuis qu'on a tourné le podcast, la partie 2 sur le sommeil, j'ai un manque le soir et j'ai envie de tourner un podcast dans ce lit. Comme quoi, c'est vrai, c'est Et oui, réel. effectivement, ouais, ça a beaucoup de sens. Et donc, je vais reboucler d'ailleurs là-dessus, parce que tu parles du fait de couper les notifications. Moi, c'est une mention qui était très importante dans une méthode que j'avais découvert il y a déjà longtemps, que j'avais mis en application pendant un temps, que je ne mets plus nécessairement en application, et qui est la méthode Pomodoro, qui veut dire tomate en chinois. Non, c'est pas en chinois. Mais oui, je vous laisse tous mettre dans les commentaires en quelle langue Pomodoro veut dire tomate. Allez-y, on vous laisse 3 secondes. Vous avez, ouais, 1, 2, Et 3. 4. Oh merde. Ah, raté. Vous avez mis 4 secondes compris trop trois. tard. Et donc cette méthode qui consiste en fait à découper tous les créneaux que vous allez vous fixer, donc sur une tâche, si vous vous dites cette tâche elle dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, peu importe, vous allez la découper en une demi-heure qui va être constituée de 2 phases, une phase de 25 minutes et une phase de 5 minutes. Ça veut dire que si vous avez une mission de 2 heures, vous allez avoir 4 phases de travail de 25 minutes et 4 phases de 5 minutes qui sont des phases de repos. Et donc cette méthode, elle repose essentiellement sur le fait de n'avoir aucune distraction. Pendant 25 minutes, je travaille à fond sur ce que je dois faire, et ces 5 minutes de pause, c'est les 5 minutes où je vais m'accorder la distraction. J'ai entendu que mon téléphone avait vibré, c'est les 5 minutes où je vais prendre le temps de répondre aux messages, que je vais aller me prendre un café, que je vais aller marcher pendant 5 minutes, prendre l'air ou je ne sais quoi. Et ensuite, hop, à la fin de ces 5 minutes, je repars pendant 25 minutes, etc. Et qui fait que et là, donc là, ça repose sur des études qui débattent de la concentration, du focus qu'on est capable de conserver en tant qu'humain sur une même tâche, et qui expliquent qu'au bout de 25 minutes, on commence déjà progressivement à réduire en concentration. Et donc là, ça nous permet en fait de nous conserver à un niveau de concentration qui est optimal, parce que c'est petites 5 minutes de pause, et qu'il faut absolument faire, hein, c'est pas je fais faire 25 minutes, ah mais non je suis lancé, je prends pas 5 minutes de pause, c'est je m'impose ces 5 minutes de pause, ça fait beaucoup de pauses, donc ça fait 2 Quand pauses, la pause donc s'impose, je tu veux dire. pause, je m'impose ces 5 minutes, parce que c'est ces 5 minutes qui vont nous permettre de réétablir finalement ce niveau de Réinitialiser, concentration, ouais. réinitialiser, merci, ce niveau de concentration, et permettre de réaliser les 2 heures de tâches en 4 fois 25 minutes, mais à 100% en termes de focus. Mais du coup, j'ai une question qui me vient. C'est que on parlait justement du focus et de la difficulté de se remettre dedans une fois qu'on s'était accordé une pause ou qu'il y a eu une distraction. Est-ce que justement, là, on serait pas complètement à l'opposé? Le fait de se dire, voilà, si par exemple il nous faut 15-20 minutes le temps de vraiment se remettre dedans, le fait de prendre des pauses toutes les 25 minutes, au final, ça veut dire que tu travailles réellement que 10 minutes à fond. Non, parce que justement, le temps pour se remettre en concentration, d'autant plus quand tu as pris l'habitude de développer cette méthode, déjà tu prends le réflexe de te mettre facilement en mode focus sur une tâche donnée. Donc déjà, ton temps de reconcentration, on va dire, déjà est réduit à force d'habitude. Et deuxième chose, tu contrôles ce temps de reconcentration. Le temps que tu vas mettre à te concentrer à nouveau, tu le contrôles parce que tu l'as défini. Tu sais que tu as besoin de 2 heures, tu sais que tu vas être interrompu du coup 3 fois, si tu as 4 missions, tu vas être interrompu 3 fois pour réaliser ta tâche. Donc tu sais que le temps ok, je me reconcentre, il va arriver 3 fois. Si tu n'as pas ce contrôle-là, que tu as des notifications, tu vas être dérangé peut-être 15, 20, 30 fois sur tes 2 heures. Et ça veut dire que sur tes 2 heures, tu vas avoir 20 ou 30 fois ton temps de reconcentration. Et ça, en fait, c'est pas gérable du tout. Ça veut dire qu'au final, sur tes 2 heures, si tu n'avais pas imposé ce rythme-là, tu aurais peut-être travaillé peut-être 20 minutes effectives. Alors que là, tu travailles sur 1h40 où tu travailles,
tu sais que tu as peut-être allé à chaque fois 5 minutes où tu te reconcentres, bah au pire, tu as fait 1h20. Que tu Ok. n'aurais pas du tout fait si tu avais pas eu ce focus de te couper totalement des distractions. Ok, je vois. Donc ça reste du deep work segmenté, quoi. Ouais, exactement. C'est un peu comme en sport, faire du fractionné. Hmm. Ok. Mais c'est pour autre chose. C'est pour de l'apprentissage, c'est pour du focus. T'as déjà testé cette méthode, tu me disais, du coup? Ouais, moi je l'ai appliqué quand j'avais commencé, quand j'avais découvert cette méthode-là au moment de me lancer dans le trading. Alors c'était pas au moment où je faisais du trading, c'était le moment où j'étais plutôt en phase d'apprentissage, donc plutôt sur quelque chose qui s'apparente à des études. Et c'était effectivement le fait de se focus. Je savais que j'arrivais à trouver une partie de documentation, avoir des livres, etc., qui demandent une concentration certaine, notamment quand tu fais de la lecture. Si t'es Très pas concentré, technique. tu lis 4 fois ta phrase, Hmm. c'est très compliqué. Donc il faut quand même avoir un niveau de concentration quand tu lis ou que tu apprends qui est très important. Et donc effectivement, j'avais réalisé j'ai appliqué cette méthode-là et elle me permettait pour le coup de vraiment euh, faire en 2 heures ce que j'avais prévu. Sur la journée. Ouais, même Ou ouais, en deux pas heures. loin. Et surtout d'optimiser mon focus. Et ça permettait aussi de me tenir à ce que je m'étais engagé. Parce que le fait d'avoir cette méthode-là faisait que je structurais en amont ma journée. Je me disais, bah voilà, je veux faire, allez, 2 heures, je lis ce bouquin. Ensuite, là, j'ai eu une vidéo ou une formation, un webinaire qui dure à peu près 1 heure, 1h20. Bah ça, je le découpe en trois tomates, 3 pomodoro, Mhm. et etc. Et en fait, je découpais mes tomates, et ça me permettait, à la fin de la journée, si je m'étais alloué 7 heures, à la fin de la journée, je savais que mes 7 heures, j'avais fait exactement ce que je voulais faire. Alors que si je l'avais pas fait, bah peut-être que en réalité, au lieu de lire 2 heures mon livre, j'aurais été un peu passionné, j'aurais lu 3 à 4 heures, et j'aurais oublié de faire le webinaire. Comme j'ai pas fait le webinaire et que le lendemain il y en a un qui sort à nouveau, bah je vais pas regarder 2 webinaires qui traitent plus ou moins de la même chose. Donc du coup, en fait, je vais finalement en sauter un, passer directement à celui d'après, peut-être perdre de l'information qui aurait été Mhm. importante, etc., etc. Et tout ça, si t'as pas la gestion nécessaire, tu ne mesures pas, tu le traques pas, et du coup, tu le prends pas en compte dans ton temps. Et tu Ouais. le loupes. Et c'est de la valeur ajoutée qui est perdue, et des résultats qui ne sont pas réalisés, Mais c'est toujours la même chose, potentiellement. c'est aller en direction de ses objectifs et faire en sorte de les atteindre. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres missions, d'autres modes, pardon, d'autres méthodes, je vais y arriver, je trouve pas mes mots aujourd'hui, d'autres méthodes que tu veux expliquer aujourd'hui? Eh ben, il me reste 3 points à aborder. Dans ces 3 points, il y a le fait de se tenir debout quand on travaille. Ok. Ouais. Alors pendant de très nombreuses années, ça a pas du tout été mis en avant. Je sais que là, sur, allez, on va dire les 10 dernières années, il y a quand même pas mal de sociétés qui ont acheté des bureaux qui sont adaptables. Mhm. Des bureaux adaptables où ça permet en fait de pouvoir travailler et debout et aussi assis, d'avoir une chaise basse, une chaise haute, de pouvoir travailler debout sur l'ordinateur, Ouais. etc. Et en fait, ça va permettre de dynamiser la personne qui travaille, de faire en sorte que la personne soit plus efficace, plus réactive, peut-être plus de prise d'initiative ou autre. Le fait de ne pas être assis, avachi dans une chaise, en train d'attendre, avec le petit filet de baffe qui Oui, pend. bon, au-delà de tout ce qui est déjà évident en termes de simplement sédentarisation, Mm, mm. ou au moins ça t'implique d'être debout et d'avoir une meilleure circulation sanguine, etc., et de finalement permettre de conserver de l'exercice. Du coup, d'après toi, ça a quand même en plus un impact sur ta concentration, sur ta réflexion, etc. Eh ben, pas forcément sur la concentration, du moins j'ai rien trouvé dans ce sens-là, mais plus sur la réactivité et le dynamisme. Ok, Et très honnêtement, quand on parle de réactivité et de dynamisme, c'est très lié à la gestion du temps parce que plus on va être vif, plus on va être vif pour faire des tâches et oui, moins on va mettre de temps pour les faire, etc. Donc c'est, je pense, un outil ou un moyen d'optimiser un peu cette gestion de temps pour aller plus vite sur certaines tâches. Pas ok. forcément les prioriser, dire telle tâche doit être faite à telle heure, mais plus pour ces créneaux-là de se dire, putain, là c'est une tâche, c'est un peu rébarbatif, peut-être que si je la fais debout, ça va passer plus vite, je vais être plus efficace et ça, les résultats vont être meilleurs. Oui, peut-être que ça trompe un peu ton esprit
en te faisant croire que ça y est, t'es passé sur une autre tâche, tout simplement parce que t'es dans un setup différent, potentiellement. C'est possible. J'ai pas trouvé énormément d'infos par rapport à ça, mais réactivité, dynamisme, c'est déjà des mots qui vont bien avec la gestion. Dans tous les cas, on le sait effectivement que l'humain a besoin de changement, on n'aime pas nécessairement la routine, et c'est vrai qu'une méthode comme... Enfin, une méthode. Un outil. Un tips comme moyen. celui-ci ne peut déjà nous permettre effectivement de casser ces routines-là et d'avoir à nouveau un phénomène physique qui nous permet de mieux imprimer et comprendre qu'on a peut-être changé de mission, qu'on a changé de mindset, etc. Donc et il qui faut nous se permet focus d'aller encore plus dessus, peut-être. Je sais pas, de se dire, ah là, on passe aux choses sérieuses. plus- Ouais. C'est un peu comme Sacha qui retourne sa casquette avant de lancer sa Pokéball, tu vois, c'est pareil. C'est un changement d'état d'esprit, peut-être. J'aime beaucoup cette métaphore et c'est vrai que maintenant que t'en parles, et pour le coup, je le savais, mais j'ai eu l'occasion, et j'ai encore l'occasion de travailler sur un bureau assis debout qui se règle, et c'est vrai que tu sens la différence de mindset. Déjà, il y a un moment donné où je parlais tout à l'heure de prendre l'air, c'est vrai que même physiologiquement, il arrive un moment où tu es assis sur ta chaise pendant 2 heures, tu as besoin de bouger, etc. Si tu bouges, c'est difficile de continuer de faire les missions que tu as à faire si tu es sur un ordi, etc. On généralise sur évidemment des missions ou des tâches, des jobs qui sont un peu plus Physique. enfin oui, un peu moins physiques justement, qui sont plus centrés sur le fait d'être sur un ordinateur, ce genre de choses. Si tu pars 5 minutes prendre l'air, tu arrêtes de travailler, grosso modo. Donc tu coupes tout de suite ta productivité. Est-ce qu'elles Si sont là, pas là les 5 minutes justement de la méthode des tomates? Oui, ça peut fonctionner comme ça, dans ce sens-là. Mais peut-être que 5 minutes, ça te suffit pas pour te sentir bien, parce que si tu t'es juste mis 5 minutes debout, tout le reste de ta journée, t'es plus ou moins assis, peut-être que tu as besoin d'être debout pendant 1 heure. Dans ce cas-là, hop, tu mets ton bureau en mode debout. Et c'est comme Et si tu tu avais pris une continues de pause en travaillant. Voilà, exactement. Ça te permet d'être plus efficace, tu as un mindset différent. Typiquement, un truc comme le fait de téléphoner, je sais que moi, c'est beaucoup le cas. Quand je suis au téléphone, je crois que c'est Moi aussi un aussi, peu ton cas. énormément. T'as envie d'être debout, marcher, etc., Ouais. faire les 100 pas. Je marche à travers. Eh ben, ouais. Je me rends compte que si t'as un bureau debout, t'es capable de téléphoner en étant immobile. Parce que t'es à ton bureau, t'es debout, donc tu trompes ton esprit en étant debout, Faussement en etc. train de marcher. Et tu peux continuer, par exemple, en étant au téléphone, de travailler sur autre chose en background. Si c'est pas Attention, nécessairement un les téléphone, monotâches. tout dépend. Les Tout dépend de ce que monotâches. tu fais. Il y a des coups de téléphone, ça dépend. Voilà. Si c'est un téléphone one-to-one, forcément, il faut être plus concentré sur ton appel. Si c'est un meeting avec 20 personnes, tu peux prendre de l'information sans nécessairement être monotâche, en l'occurrence. Ouais. Et c'est là où aussi on va déborder sur d'autres choses dans la gestion du temps, qui pour moi est un créneau que je trouve presque crucial. Un créneau que j'ai vraiment du mal avec mes mots aujourd'hui, je vous demande pardon à tous. Les créneaux, ça va bien avec la gestion du temps. Tu peux t'en servir. Effectivement, c'est le bon mot, mais qui va pas du tout dans la phrase. Une notion importante, qui pour moi est l'organisation et le multitasking, dans quelle mesure on est capable, et on en avait parlé dans l'épisode 1, dans quelle mesure on est capable de réaliser plusieurs missions en même temps, plusieurs tâches plutôt, en même temps. On parlait typiquement de, par exemple, écouter un podcast en même temps qu'on conduit, quand on fait la cuisine. Ça, c'est aussi une forme d'organisation du temps, là, plutôt sur quelque chose plutôt dans le monde personnel que le monde professionnel, où si on s'est dit, ok, moi aujourd'hui, tous les jours, je veux écouter 1 heure de podcast, si on fait 1 heure de podcast assis sur son canapé, et que derrière, on fait 1 heure où on cuisine, on n'a pas été très très productif. On a perdu 1 heure. Littéralement, faire 1 heure cuisine podcast. Et un podcast sur la cuisine. En plus. C'est encore plus optimisé. Et là, tu risques de mettre du poivre, dans le sel. de mettre un poireau dans ta raclette. Tu sais pas pourquoi. Parce que dans ton podcast, t'as entendu du poireau alors qu'en fait, tu prépares la raclette. C'est pas vraiment un repas que tu prépares beaucoup, la raclette, c'est pas vraiment le bon exemple. C'est l'inconscient qui te fait dire ça. On mange des poireaux ce soir ? Ouais, exactement. Mais la raclette, j'ai juste pas eu beaucoup d'inspi, on est en hiver, et en hiver, à chaque fois qu'on se fait inviter, qu'est-ce qu'on mange ? De la raclette. Ou de la fondue. Ou de la fondue. Mais bon. J'ai encore pas mangé de fondue. Je suis un peu triste. J'en ai fait une ce week-end. Tu m'invites pour une fondue ? J'avais pas d'appareil. Bon. Tu t'achètes un appareil à fondue, tu m'invites pour une fondue ? Allez. Merci, ça me fait plaisir. Le jour de Noël. Et donc, encore une fois, on parlait de multitasking.
Pour le coup, c'est à nouveau quelque chose qu'il faut catégoriser lorsque tu fais la liste de tes tâches. Une fois que tu as fait ta liste, tu mets tes priorités, mais tu mets aussi le type de tâche, et tu vas pouvoir avoir aussi une notion qui va être est-ce que cette tâche est superposable ou pas. Ouais. Tu sais, c'est un peu comme quand tu travailles en entrepôt, tu as certaines palettes que tu peux gerber ou pas. Mais il y a des... Voilà, là c'est un peu la... Je vois, c'est le même truc. Ouais, Est-ce de que se dire, cette tâche est gerbable ou pas? mais justement, on en revient toujours au même, c'est que sur les trajets, par exemple, maison-boulot, boulot-maison, etc., quand on sait que tous les jours on va faire ces trajets-là, c'est bien de pouvoir avoir des tâches superposables, Ouais, comme par exemple, bah, en sortant du milieu pro, appeler de la famille, ouais, appeler des amis avec qui on n'a pas discuté depuis longtemps, le fait d'avoir un temps qui est disponible, sur lequel en fait on est simplement sur la route, concentré sur la route, mais qui permet aussi d'être concentré sur une discussion, par exemple, ouais. ou sur une écoute, un podcast, parler à de la famille ou autre. Ouais, exactement. Je pense que c'est très important pour le coup. Moi, je revis depuis que je fais ça. Je me rends compte du temps que j'ai gagné Mm. à superposer ces tâches. Par contre, n'appelez pas de la famille en écoutant un podcast, Ah là, ça devient très très compliqué. sauf si vous êtes Surtout si t'as le très podcast en multitask. anglais et que tu parles à de la famille en français. Ouais. J'ai jamais essayé. Jamais essayé. Je pense que ça Je n'aurait pense que pas c'est une très très mauvaise bien idée. marché. Ne faites pas ça chez vous, à ne pas reproduire. Voilà. Et pour boucler cet épisode, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que par rapport aux différentes méthodes qu'on a évoquées, on se rend compte que déjà, il y en a un certain nombre, que sur la gestion du temps, il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Ouais. Moi, ce que j'aimerais inviter les gens à faire, c'est soit de développer un outil, soit de prendre un outil de gestion du temps Ouais. qui permet de pouvoir réaliser ces missions de préparation de gestion du temps. Donc, quand je parle de préparation de gestion du temps, c'est vraiment définir les objectifs, lister les missions, les catégoriser, les prioriser, définir si je peux les superposer, etc. Tout ça, c'est quelque chose que vous devez faire. Et en plus de ça, ça va m'amener sur un autre facteur qui est important à prendre en compte, c'est de revoir ces tâches régulièrement. Une fois qu'on a fait la liste, cette liste-là, elle va être amenée à changer le lendemain, dans une semaine, dans 2 semaines, etc. Ouais. Les priorités vont potentiellement changer. Vous allez peut-être apprendre une information qui dit que finalement cette mission qui était ultra prioritaire, finalement vous pouvez la réaliser Problème dans 6 résolu. mois. Ou inversement, quelque chose que vous pensez ne pas avoir besoin de faire avant 1 an, faut finalement que vous le fassiez la semaine prochaine. Ouais. Tout ça va faire qu'il faut revoir votre ordre de priorité, qu'il faut du coup réorganiser votre temps, votre agenda, etc. Et si vous avez, pas bêtement, mais naïvement, fait toute cette préparation de votre gestion de temps sur une feuille, c'est un peu plus difficile de bouger telle tâche, de la déplacer, de la mettre ailleurs, de changer, finalement ça c'est plus prioritaire, c'est en 4, c'est en pas Ça en va en 1, faire du etc. blanco, quoi, c'est ça. Exactement, c'est Mais, bien résumé. Donc, utilisez un outil de gestion. Vous allez voir que vous allez, encore une fois, économiser et gagner du temps sur toute cette partie de préparation qui est vraiment indispensable si vous voulez avoir une bonne gestion du temps. Sachant qu'il y en a énormément. Oui. Réellement, c'est le premier truc que je me suis dit quand j'ai tapé gestion du temps. C'est la toute première recherche que j'ai faite. Et j'ai dû tomber sur 4 ou 5 pubs en top Google. Enfin, vraiment, il y a énormément d'outils de gestion du temps. Des to-do list, des dashboards, enfin, peu importe. Et utilisez-les. Vraiment, utilisez-les. Moi, je suis en train d'en mettre en place justement depuis quelques semaines. C'est pas forcément très simple de s'y mettre parce que ça demande du suivi quand même. Mais si derrière ce peu de temps en suivi, ça fait gagner rien qu'une heure, Ouais. c'est déjà une heure de gagner. Puis surtout, en fait, ça augmente la productivité. C'est-à-dire que même si au final, les 10 minutes que vous avez gagnées sur votre tâche ont été utilisées à préparer toute cette gestion-là, vous allez vous rendre compte que d'une manière générale, vous avez quand même été plus efficace sur votre tâche, vous avez peut-être mieux fait les choses, vous êtes allé plus loin que là où vous seriez allé si vous n'avez pas préparé. Et la fois d'après, vous allez gagner 12 minutes sur les 10 que vous aviez gagné à la base. Donc vous avez gagné 2 minutes par tâche. Ouais.
Et pour finaliser cet épisode, encore un dernier élément qui pour moi est important aussi, c'est enfin quelque chose que j'aimerais faire un peu plus et qui fait gagner beaucoup de temps, encore une fois. C'est l'objectif de ce podcast, c'est de préparer la veille l'émission de demain. Et en fait, c'est le principe de prendre de l'avance en fin de journée. Si j'ai bien réalisé ma gestion de temps, théoriquement, sur ma journée, j'ai gagné du temps. Au lieu de mettre 8 heures à faire ce que j'étais censé faire, bah, j'en ai mis 7h30 ou 7h, etc. Je pourrais peut-être partir plus tôt. Je vais effectivement partir plus tôt de mon travail, aller faire plutôt quelque chose, mais je vais prendre 5 minutes, lire les mails que j'ai, voir les priorités du lendemain, redéfinir les différentes tâches que je suis censé réaliser, et me dire, ok, demain matin, je fais ça, je commence par ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Le lendemain matin, vous allez être plus productif parce que vous savez exactement ce que vous devez faire. Il n'y a pas le temps de, bon, ok, je fais quoi ? Et là, tu commences, etc. Parce que t'es... Surtout d'être submergé, parce que du coup, tu te lances dans ta journée. T'es peut-être un peu dans le coltard, ça fait pas très longtemps que t'es réveillé, t'as bu ton premier café. Et en fait, tu te lances dans ta journée, tu te fais submerger par tous ces mails, toutes ces demandes, toutes ces tâches à faire. Et si tu les as pas triées quand t'avais l'esprit clair, c'est pas le matin où tu vas réussir à les trier correctement avec l'esprit un peu embourbé, quoi. Tu vas les trier en une demi-heure, alors qu'en fin de journée, tu les aurais triés en 5 minutes. T'es déjà productif, t'es déjà lancé, t'es dans ton truc. Les 20 mails que t'as pas encore lus, tu les lis en 5 minutes. Tu te dis, bon, bah ok, voilà, c'est 20 mails, ok, moi c'est ça que je dois mettre. Tu mets ta priorité, tu mets des catégories, etc. Le lendemain, tu sais exactement par quoi tu dois commencer. Le lendemain matin, tu arrives au travail, hop, tu te dis, ok, ça c'est ma priorité numéro 1. Je lance le truc. Hop, tu as réalisé ta mission, tu es déjà lancé sur la journée, et tu viens de lancer la machine. Tu viens de lancer une machine, tu viens de démarrer cet engrenage, et ça y est, et t'es lancé. Et en fait, ça te permet encore une fois d'avoir un démarrage qui est bien plus rapide sur chacune de tes journées. Pour moi, c'est inestimable. Toutes les journées où tu perds du temps parce que tu sais pas par où commencer, tu passes ton temps à te demander, bon, maintenant que j'ai fini, je fais quoi ? Et je fais quoi ? Et je fais quoi maintenant ? Et oui, je fais quoi maintenant ? Si tu l'as déjà préparé, ça va super vite. Tu sais ce qu'on dit ? On va prendre un dernier fun fact, enfin un premier fun fact pour la fin. Ouais. Tomate après tomate, on fait du gazpacho. C'était un bon épisode. Super. Je m'attendais pas à ça. Tu mets du basilic dans ton gazpacho ? Jamais. Ah ok, super. Moi j'aime bien. Ça dépend. Ok, et ben effectivement, c'est un très très bon fun fact, et qui nous permet d'avoir une bonne gestion de temps sur cet épisode, vu qu'on arrive à 1 heure. Ouais, exactement. D'enregistrement. Donc on va pouvoir nous laisser ici et nous retrouver au prochain épisode de la semaine prochaine. Et on vous voit dans la prochaine P1 qui sera sur... Mettez dans les commentaires sur quoi ce sera. Ce sera sûrement pas ça parce qu'on l'aura déjà prévu en amont. Et oui, trop tard. Mais au moins on vous fait écrire dans les commentaires. Je sais que vous aimez pas être manipulé comme ça, mais à la fois si on le faisait pas... Et mettez un pouce bleu. Ça c'est pas de la manipulation, c'est juste important de le faire. Je suis pas sûr qu'il y ait des pouces bleus sur les plateformes de balado-diffusion. Ce running gag n'a que trop duré, Guillaume. Ça fait que 8 épisodes qui durent. Non, mince. Voilà, bon, on vous invite à mettre des commentaires, partager. Si vous aussi vous avez des tips en gestion de temps, n'hésitez pas à les communiquer. On n'a pas pu faire la liste de tout ce qu'on a trouvé. Si vous avez d'autres méthodes aussi, si vous avez développé vos propres méthodes aussi. Hein, ouais, et si important. Vous avez des tips sur comment synchroniser et assembler ces différentes méthodes qui sont parfois différentes, mais qui parfois peuvent s'imbriquer les unes entre les autres, n'hésitez pas aussi à le communiquer. Voilà. Allez, à la semaine prochaine. Merci à tous.